Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton. Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici encore une fois une question très importante car c'est un sujet qui tombe régulièrement lors de l'examen. Ici, on va parler de distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par ton véhicule pendant 2 secondes. Pour savoir si tu respectes cette distance de sécurité, c'est très simple. Tu dois regarder les lignes de rive à droite. Pour respecter la distance de sécurité, il faut au moins 2 lignes de rive qui te séparent du véhicule qu'il y a devant toi. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La signalisation indique un passage à niveau. Réponse A, avec barrière. Réponse B, sans barrière. Alors, ça, c'est une question de cours vraiment basique. Alors, ce panneau donc de danger que tu vois indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. Le panneau qui indique un passage à niveau sans barrière est celui-ci. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors regarde bien. En face de nous, à gauche, il y a un bus. Et en face de nous, un peu plus loin, on a un passage piéton. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement?
ici, le bus va obstruer ton champ de vision, ce qui va créer un angle mort. Et sur cet angle mort, il est possible qu'un piéton veuille traverser la rue, et ce piéton, pour l'instant, tu ne le vois pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je ralentis. Question numéro 5. Si je circule sans assurance, réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités aux victimes en cas d'accident. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 6. Un clou est planté dans mon pneu. Je dois réparer mon pneu. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'un clou est planté dans votre pneu, il va falloir le réparer. Alors, vous ne serez pas obligé d'aller chez le garagiste, vous pouvez même le faire vous-même. Il faudra juste aller dans un supermarché quelconque et acheter un kit de crevaison. Alors ce kit, il est composé de quoi? Il est composé tout d'abord d'un outil abrasif ou râpe pour préparer le trou et donc l'entrée de la mèche. Ensuite, un outil d'insertion, un jeu de mèche, puis un liquide vulcanisant. Donc le liquide vulcanisant, disons que considérez ça comme de la colle. Alors concrètement, comment ça va se passer? Tout d'abord, il va falloir retirer le clou avec un ciseau par exemple, ou même avec l'outil d'abrasion. Ensuite, il va falloir rentrer l'outil d'abrasion pour préparer le trou. Une fois que c'est fait, on met un peu de liquide vulcanisant. Ensuite, on insère la mèche dans l'outil porte-mèche. Puis, on insère l'outil porte-mèche dans le trou. On coupe ensuite avec un ciseau ou un cutter. Puis, on gonfle le pneu. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection.
ici le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 8. En posant mon téléphone comme cela, je risque de répondre à un appel ou un message. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que l'utilisation du téléphone au volant, déjà, est interdit. Hein. C'est une contravention de classe 4, 135 € d'amende, 3 points au moins. Alors, pourquoi c'est interdit ? Parce que, tout simplement, c'est interdit parce que l'usage du téléphone au volant est responsable d'à peu près 10% des accidents et multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Alors, c'est très mauvais de mettre son portable comme cela, parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, tu vas être... de temps en temps, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas répondre, soit à l'appel, soit au message. Donc, tu vas être tenté. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de ranger le téléphone dans le sac. Alors, si tu utilises ton téléphone en tant que GPS, c'est très bien, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu désactives les appels entrants. Alors, ici, pour répondre à la question, est-ce qu'en posant mon téléphone comme ça, je risque de répondre à un appel ? Oui, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 9. La balise indique un passage à niveau à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est bien sur une balise de passage à niveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une balise avec 3 bandes rouges signifie que le passage à niveau est à 150 mètres. La balise à 2 bandes rouges à 100 mètres. Et la balise avec une seule bande rouge à 50 mètres. Donc ici, est-ce que la balise indique un passage à niveau à 150 mètres ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je circule à pied sur la chaussée après un accident ou une panne. Je dois mettre mon gilet haute visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, peu importe la raison pour laquelle tu dois marcher sur la chaussée, que ce soit une panne ou un accident, tu es dans l'obligation de porter ton gilet haute visibilité. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. J'ai commis plusieurs infractions simultanément. Je peux perdre jusqu'à réponse A, 4 points, réponse B, 6 points, réponse C, 8 points.
faut que vous sachiez que si vous vous faites contrôler par la police et que vous avez mis plusieurs infractions, ils ne peuvent pas vous retirer plus de 8 points simultanément. Donc même si vous avez commis 10 infractions et que vous deviez perdre 12 points, eh ben, ils peuvent pas vous enlever plus que 8 points. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Question numéro 12. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau indique le contraire. Ce panneau indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. La prise de cannabis augmente la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de drogue en général, c'est-à-dire de stupéfiants, hein, c'est-à-dire de substances classées comme illicites, donc vont augmenter la prise de risque et vont augmenter le temps de réaction. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 14. Cette moto est autorisée à dépasser la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me décale à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que la moto peut dépasser la voiture blanche? Eh bien, non, tout simplement, parce que ils sont dans la même voie. Donc, c'est strict. Ce que va faire la moto est strictement interdit. Ensuite, est-ce que je me décale à droite? Bon, dans la vraie vie, en fait, les motos font ça couramment. Hein, vous verrez lorsque vous passerez votre permis de conduire que ça arrive très fréquemment. Donc, en fait, c'est d'usage. C'est interdit, mais c'est d'usage. Donc, ce qu'on fait lorsqu'une moto veut dépasser une voiture, dans ce cas-là, on va se décaler sur notre voie à droite pour respecter une distance, un intervalle de sécurité suffisant entre notre véhicule et la moto. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 15. Je roule à 127 km/h sur autoroute. Réponse A, je dépasse les deux poids lourds en une seule fois. Réponse B, je me rabats entre les deux poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée
pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces deux camions. Hein, il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc, on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc, la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd? Bah, là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les deux camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les deux camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir 2 gilets de haute visibilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est obligatoire d'avoir un gilet de haute visibilité à bord de son véhicule. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 2. La non-possession d'un gilet haute visibilité est passible d'une contravention de première classe et de 11 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, route, réponse B, croisement, réponse C, position. Alors ici, certes, on rentre dans une agglomération, mais une agglomération non éclairée de nuit. Donc ici, je dois rouler en feu de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Lors de mon installation, je dois régler dans l'ordre. Réponse A, le siège, le rétroviseur, puis la ceinture. Réponse B, le rétroviseur, le siège, puis la ceinture. Alors, lors de ton installation, tu devras tout d'abord régler ton siège, ensuite tes rétroviseurs, intérieur-extérieur, et enfin ta ceinture. La bonne réponse ici
et la réponse A. Question numéro 19. L'autopartage permet de diminuer le rejet de CO2, oui réponse A, non réponse B, de réduire le parc automobile, oui réponse C, non réponse D. Effectivement, l'autopartage permet la diminution de rejet de CO2 et de réduire le parc automobile. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 20. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A 3 à 4, réponse B 4 à 5, réponse C 11 à 12. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc, effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Vous voyez que dans la vidéo, on va beaucoup plus vite que le camion. C'est normal. On roule à 130 km/h, alors que la vitesse maximale d'un camion sur autoroute est de 90 km/h. Alors après, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'on est sur autoroute? On pourrait être sur une route. Alors, comment je sais que là, je suis sur une autoroute? Bah, regardez, ici, il y a une borne qu'on appelle les bornes, on appelle ça une borne kilométrique. Hein. Et vous voyez, il y a un petit A. Voilà. A et un numéro qui indique en fait le numéro de l'autoroute. Donc ici, on est bien sur une autoroute, on roule à 130 km/h. Le camion, lui, roule au maximum à 90 km/h. Donc je peux dépasser le camion. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. J'installe mon chien. Réponse A, à l'avant. Réponse B, à l'arrière. Alors, il faut que tu saches, si tu as un chien, qu'il ne faut jamais l'installer à l'avant. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il pourrait toucher les commandes, notamment le volant, la boîte de vitesse, les feux de voiture. Alors, il faut aussi que tu saches que il y a des systèmes de sécurité pour attacher ton chien. Parce que le chien, il faut aussi qu'il soit attaché. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, si tu freines brusquement, il risque d'être projeté à l'avant. Donc voilà, il faut que tu saches qu'il y a des systèmes homologués d'attache pour les chiens.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 23. J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Le stationnement est matérialisé par un marquage bleu. Je dois disposer d'un disque bleu sur le tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir, le stationnement est délimité par des lignes bleues. C'est-à-dire que tu es sur une zone de stationnement bleue. Donc le stationnement est gratuit, limité dans le temps, et tu dois apposer ton disque bleu sur le tableau de bord avec l'heure d'arrivée au stationnement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Ce véhicule est, réponse A, en intervention, réponse B, un véhicule d'intérêt général, réponse C, un véhicule d'intérêt général prioritaire, réponse D, un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, dans cette question, on aborde la notion de véhicule d'intérêt général. Alors, c'est quoi un véhicule d'intérêt général ? C'est un usager de la route qui dispose de règles bien particulières, différentes des règles pour un usager classique. Alors, tu dois savoir qu'il existe deux types de véhicules d'intérêt général. Tu as les véhicules d'intérêt général prioritaires et tu as les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, concernant les véhicules d'intérêt général prioritaire, c'est quoi comme type de véhicule ? Ça va être tout d'abord les véhicules hospitaliers, comme le SMUR ou le SAMU. Ça va être également les véhicules de lutte contre l'incendie, comme les pompiers.
Ça va être également les véhicules de police. Hein, quand je dis véhicules de police, ça comprend aussi les militaires, hein, ça comprend les véhicules de la gendarmerie, ça comprend les véhicules pénitentiaires, ça comprend certains véhicules du ministère de la Justice. Voilà pour, on va dire, les principaux véhicules d'intérêt général prioritaire. Il y en a d'autres. Hein. Ensuite, concernant les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage, ça va être principalement les ambulances privées, par exemple. Ça va être les véhicules d'intervention, d'électricité ou de gaz. Ça va être aussi les transporteurs de fonds, par exemple. Ou alors, certains véhicules d'intervention sur les autoroutes, comme les véhicules de la DIR. Alors, tu peux aussi reconnaître ces différents types de véhicules d'intérêt généraux par le son qu'ils font. Hein. Les véhicules d'intérêt général prioritaire ont des sirènes à 2 temps. Alors que les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilité de passage ont une sirène à 3 temps. Alors après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi concrètement sur la route que d'être prioritaire ou que de bénéficier de facilité de passage? Alors, c'est une très bonne question. On va pas y répondre parce que c'est pas la question, mais sachez que vous devez savoir ce que c'est, hein, la différence pour pouvoir passer l'examen du code de la route. Hein. C'est des questions qui tombent souvent. Donc là, je vous invite à aller dans la formation parce que c'est pas le sujet de la question. Alors, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde cet usager, ce véhicule, est-ce qu'il est en intervention? Oui, on peut voir ici que ces sirènes clignotent. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général? Oui, c'est une ambulance privée, c'est un véhicule d'intérêt général. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire? Non. Pourquoi? Parce que c'est une ambulance privée. Ce n'est pas un véhicule hospitalier. Et est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général qui bénéficie de facilité de passage? Oui, c'est bien un véhicule d'intérêt général qui bénéficie d'une facilité de passage. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Le contrôle anti-pollution se fait lors du contrôle technique, oui réponse A, non réponse B, lors d'un contrôle de police, oui réponse C, non réponse D.
Alors effectivement, le contrôle anti-pollution se fait lors d'un contrôle technique. Cependant, il peut aussi se faire lors d'un contrôle de police via la brigade anti-pollution. Ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 27. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 50 km/h, réponse B 110 km/h, réponse C 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses B et C. Question numéro 29. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique. Donc pour les voitures
automatique. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. Question numéro 8. Après la signalisation, A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. La signalisation indique C. Un débouché de vélo venant de gauche ou de la droite. D. Une piste cyclable. Alors, plusieurs choses. Déjà, la signalisation. Alors, on a un premier panneau qui est un panneau de priorité. Donc, ce panneau vous indique que vous avez la priorité ponctuelle, donc à la prochaine intersection. Et juste en dessous, un panneau de danger qui indique un débouché de vélo venant de la gauche ou de la droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de préséance. Lorsqu'un panneau est situé en dessous d'un autre panneau, cela veut dire qu'il dépend de ce panneau. Clairement, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le débouché de vélo viendra aux abords de la prochaine intersection. Alors, ce panneau signifie également qu'il y aura donc un débouché de vélo et donc qu'il y aura soit une piste cyclable, soit une bande cyclable. Alors là, étant donné qu'on aura une intersection, même si on a la priorité, on aura affaire à un débouché de vélo. Donc, je dois ralentir. La bonne réponse est donc la réponse B. Ensuite, la signalisation indique. Donc, on a le choix entre un débouché de vélo venant de gauche ou de droite, ou alors une piste cyclable. Alors, ce panneau, qu'il faut connaître, indique un débouché de vélo venant de gauche ou de droite. Il indique donc aussi une piste cyclable ou une bande cyclable. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Donc la bonne réponse, ce sera la réponse C. Question numéro 32. Réponse A. Le témoin d'usure a une hauteur de 1,6 mm. Réponse B. La hauteur réglementaire minimale d'une sculpture est de 1,6 mm. Réponse C. Le témoin d'usure se situe sur le flanc du pneu. Réponse D. Le témoin d'usure permet de savoir si le pneu est lisse. Alors, question très intéressante. Comme vous le voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle un témoin d'usure. Vous remarquerez également, vous voyez des rainures sur la bande de roulement du pneu.
ces rainures, c'est ce qu'on appelle des sculptures. Ces sculptures, qu'elles servent à quoi? Elles servent tout simplement à drainer l'eau lorsqu'il pleut. Ça permet en fait aux pneus d'avoir une meilleure adhérence sur la route. Alors, regardez ici, je vous ai mis une coupe d'un pneu, donc une coupe transversale d'un pneu. D'accord? Vous pouvez voir donc ici, ici, là, ce sont donc les sculptures du pneu, vue de profil, enfin vue de face, pardon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste ici, on va faire un zoom sur les sculptures. Je vais faire un petit schéma. Ça, c'est le zoom d'une sculpture d'un pneu. Le problème qu'on va avoir, c'est que le pneu est constitué de gomme. Et le gomme, la gomme, ça s'effrite, ça s'use. Donc, plus vous allez rouler, plus la sculpture va s'effriter. Jusqu'au moment où le pneu va devenir totalement lisse. Et donc, va perdre totalement son adhérence. Donc, qu'est-ce qu'a fait le régulateur pour éviter que les conducteurs conduisent avec des pneus lisses? Alors c'est simple. Tout d'abord, ils ont défini une hauteur réglementaire minimale d'une sculpture. Ils l'ont définie à 1,6 mm. Ça, c'est une chose. Ensuite, ils se sont dit, oui, mais comment est-ce qu'un conducteur d'une voiture va savoir facilement que son pneu est lisse? Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé au témoin d'usure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté un bout de caoutchouc à l'intérieur de la sculpture. Et ce bout de caoutchouc a une hauteur de 1,6 mm. Donc, lorsque le haut de votre sculpture arrivera au haut du témoin d'usure, alors vous aurez atteint la hauteur réglementaire minimale de la sculpture qui est de 1,6 mm. Et cela voudra dire que réglementairement, votre pneu sera considéré comme lisse. Il faudra donc changer votre pneu. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le témoin d'usure a une hauteur de 1,6 mm? Oui. Est-ce que la hauteur réglementaire minimale d'une sculpture est de 1,6 mm? Oui. Est-ce que le témoin d'usure se situe sur le flanc du pneu? Non, il se situe sur la bande de roulement. Et est-ce que le témoin d'usure permet de savoir si les pneus est lisse? Ben oui. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 33. Je peux dépasser cet engin de service hivernal? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en général, on peut les dépasser. Par contre, ici, vous voyez bien que les conditions météo ne le permettent pas. Et là, il est en train de déneiger et de saler la route sur la voie de droite. La voie de gauche, elle, est toujours enneigée. Donc les risques de perte de contrôle du véhicule sont très grands. Donc là, je reste derrière l'engin de service et je ne le dépasse pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C, 54 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer,
ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 35. Question numéro 39. Lors d'un accident avec dommages corporels, il faut A. Alerter, protéger, secourir. B. Secourir, protéger, alerter. C. Protéger, alerter, secourir. Bon, là, cette question, c'est du cours, quoi. Soit vous le savez et vous avez appris le cours, soit vous le savez pas. Et ça vous fait une faute. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 36. Je circule. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de brouillard avant. Réponse D, en feu de brouillard arrière. Alors, déjà la première chose, ici, on est dans un temps de neige. Il faut savoir que par temps de neige, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Les feux de croisement, eux, on peut les utiliser par tout temps. Maintenant, la complexité, c'est de savoir si on peut utiliser ces feux de brouillard avant ou ces feux de brouillard arrière par temps de neige. Alors, pour ça, il y a un moyen mnémotechnique très simple qui est utilisé dans toutes les auto-écoles. C'est le moyen mnémotechnique du BN. Alors, c'est simple. Vous prenez un BN qui symbolisera une voiture. Donc, dans la voiture, à l'avant, il y a les parents. Les parents, eux, ce sont des adultes. Ils vont à la BNP. Ils vont à la banque, la BNP. Donc, brouillard, neige et pluie. Donc, vous pouvez utiliser vos feux de brouillard à l'avant lorsque il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière. Et qu'est-ce que font les enfants ? Ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, vous pouvez utiliser vos feux de brouillard arrière partant de brouillard et de neige. C'est facile. Les parents sont à l'avant et vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Les enfants sont à l'arrière, mangent des BN, brouillard et neige. Donc on peut utiliser ces feux de brouillard avant et arrière lorsqu'il neige ou qu'il y a du brouillard. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 37. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir, sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 38. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection où on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop et à sa droite un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifie l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 €
et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le système Isofix est la seule manière de sécuriser un siège enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, concernant la réglementation des sièges enfants, sachez qu'il y a 2 manières de sécuriser un enfant. Tout d'abord, avec la ceinture de sécurité. L'autre manière, c'est le système Isofix. Alors, ensuite la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une réglementation, une homologation pour les sièges enfants. Alors, aujourd'hui, on a 2 homologations. La R44 et la R129. La R44, c'est l'ancienne homologation. Elle va classifier les sièges selon l'âge et le poids des enfants. Ensuite, vous avez la nouvelle réglementation, la R129, qui, elle, va classifier les sièges selon la taille des enfants. Voilà. Donc, à la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants? Bah non. La réponse est non. Ça dépend de leur taille, de leur poids ou de leur âge. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 40. Dans cette intersection, l'ordre de passage est réponse A, A, B, C. Réponse B, C, B, A. Réponse C, B, A, C. Alors ça, c'est une question redondante hein, dans les examens du code de la route. Il faut que vous connaissiez votre règle de priorité à droite. Donc là, on est sur une intersection sans signalisation. Donc la règle de priorité, c'est la priorité à droite. Prenons par exemple le véhicule C. Le véhicule C, lui, s'il veut aller tout droit, bah, il doit laisser la priorité au véhicule venant de droite, donc le véhicule B. Le véhicule B, s'il veut aller tout droit, doit laisser la priorité au véhicule A qui est à sa droite. Donc ici, l'ordre de passage est tout d'abord le véhicule A, puis le véhicule B, puis le véhicule C. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas.
Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.